Bonjour Nordine, tu vas bien? Salut Jean-Phi, ça va? Je te sers. Un coca s'il te plaît. D'accord. Merci. Merci beaucoup Jean-Phi. C'est qui vient tout à l'heure? C'est Myriam El Khomri. Elle est secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. Ça se passe comment quand on vous annonce ici qu'on va recevoir un ministre, un candidat à l'élection présidentielle? Il y a du stress, il y a beaucoup de mouvements, il y a de la sécurité. Puis les gens sont un peu surpris des fois. Et le lendemain? Il y a des Le lendemain, discussions, il y a des briefings, ils sont contents, ils sont pas contents? Ça discute quoi, sur pas mal de choses. Il y en a qui sont contents, d'autres mécontents. C'est normal, c'est fait pour ça cette émission, pour à la fois rendre heureux certaines personnes, rendre malheureuses d'autres, enfin peu importe, mais de toute façon, le débat est important ici au Murat avec tous ces invités que je vous propose de regarder puisque c'est le moment de regarder les meilleurs moments du Bondy Blog Café depuis 2010. Ici Bondy, ici Bondy. Ici Bondy, ici Bondy. B. B. C. BBC. Bondy. 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 Blog. Café. Bondy Blog Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Blog Café. Alors le Bondy Blog Café, le best-of, les meilleurs moments depuis maintenant 4 ans sur France Télévisions et LCP. On reçoit les 3 premiers blogueurs ici au bar. D'abord Idir, Claire et Giuseppe. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Alors qu'est-ce que je vous sers? Moi, un diabolo menthe. Très bien, et Claire? Jus d'abricot. Une limonade. Limonade. Giuseppe, toi, t'as jamais fait le Bondy Blog Café? T'as jamais été au Bondy J'ai Blog pas Café? encore fait le plateau. Et toi, Claire, tu as déjà fait le Bah oui, moi ça m'a jus plu. d'abricot? C'est une belle expérience, et surtout quand on voit tout le gratin politique que le Bondy Blog a réussi à faire venir à Bondy, c'est... Mais ça a changé quoi pour toi de rencontrer ces gens-là? Et ben de voir que c'est le dispositif médiatique qui les place comme des gens inatteignables, alors qu'en fait quand on les a en face de Et nous, toi, c'est Giuseppe, tu veux quoi? des humains Limonade. comme nous. Limonade? Non, bien. c'est ça, moi avant cette émission, si tu veux, le maire de Bondy, c'était le roi de France pour moi. Quand je le voyais, c'était une sommité. Alors maintenant, Idir, toi, tu fais partie de la toute première équipe des Tout Bondy à Bloggers fait. depuis 2005, donc ça Voilà. fait 10 ans. Donc tu Ouais. étais là, tu avais 20 ans, Ouais. aujourd'hui tu en as 30. J'en ai Un 30. peu plus. Il a la légende d'honneur. Est-ce que ton regard sur la politique, est-ce que ta vie même, ta vie privée a changé finalement après ces 10 années Bah oui, d'investissement? le Bondy Blog m'a tout donné, m'a donné un boulot. Il m'a appris l'orthographe. Alors, on va parler justement de la question de l'éducation. Vous le savez, ici au Bondy Blog, c'est très important pour nous la pédagogie, mais au-delà de ça, la question de l'éducation nationale. Et donc, on a invité évidemment beaucoup de personnalités à réagir sur les questions d'éducation. Et donc, je te propose, Claire, si tu veux bien, c'est toi, Claire, qui t'occupe de lancer la vidéo. DJ. Quelle est ma mission si je gagne l'élection présidentielle? C'est de tout concentrer, de tout faire pour que les jeunes de France vivent mieux au bout de 5 ans que ce qu'ils subissent aujourd'hui. Alors, je ne vais pas dire d'un seul coup, tous ceux qui sont chômeurs vont avoir un emploi, tous ceux qui sont en échec scolaire vont d'un seul coup devenir les premiers de la classe. C'est pas vrai, mais on va faire cet effort-là. Et ça, c'est mon devoir. Et c'est pour ça que j'ai dit une seule priorité, la jeunesse. Et un rapport de la Cour des comptes a montré qu'il y a une différence entre ce que l'État dépense pour un élève parisien et un élève de banlieue ou de province. La différence peut être de 51%. Comment une injustice pareille a pu exister pendant tant d'années? Alors, j'ai entendu parler, je ne comprends pas. On peut faire une école qui fait de sorte que tous les élèves sachent lire et écrire. Quelles mesures concrètes? Quelles mesures, par exemple, en primaire ou chez les plus petits? Par exemple, ça passe par le fait que dès l'école maternelle, on ne note pas les élèves, on ne les met pas en situation de concurrence, on a le nombre de professeurs nécessaires. C'est un peu utopique, tout ça? Et non, pas du tout. Alors, vous voyez, ça, c'est l'avantage d'avoir 2 cultures, c'est de savoir que ça fonctionne comme ça ailleurs. Et que le système élitiste français qui crée l'exclusion, qui crée le malheur, c'est ça qui n'est pas normal. L'élitisme est la seule façon, l'excellence, la recherche de l'excellence, l'école de l'excellence est la seule façon de donner une chance à tous les enfants. Voilà, parce que le jour où l'école ne cherche plus l'excellence, les enfants qui ont des familles qui peuvent les aider s'en vont ailleurs. Et ça devient l'école des pauvres, ça devient l'école de la médiocrité. Pourquoi vous êtes allé dans le privé? Parce que ma mère voulait qu'on échappe aux problèmes de l'école.
les problèmes de l'école. Pourtant, nous, on est allés à l'école publique. Ah bah oui, mais je suis désolée, c'est comme ça. Je peux m'excuser. Vous êtes désolée pour nous. Vous vouliez pas aller à l'école avec des gens comme nous J'avais 10 ans. Quand vous êtes issu d'une famille aisée, croyez-moi, vous ne vous trompez pas. Vous vous trompez même jamais. Même si vous avez un fils complètement idiot, il s'en sortira. Parce qu'il fera la bonne licence en droit, la bonne licence qui va bien. Par contre, vous êtes sans connaissance sur les filières, vous êtes récemment arrivé d'un pays différent, vous n'êtes pas capable de conseiller votre enfant. Et votre enfant même, ça eh bien justement, il faut qu'on ait, c'est ce que je propose, un service public de l'orientation. Il faut mettre plus d'enseignants, c'est ça? Parce que les enseignants, ils sont un peu débordés avec la suppression des emplois, tout ça. Il faut en mettre plus. Déjà, évidemment. Évidemment. Alors, et quand on est de gauche, on évite de dire des bêtises du genre, oui, de mon temps, on était 40 par classe, on se débrouillait. Bon, ben non, on se débrouillait pas, parce que de ton temps, ma camarade, comme tu as le même âge que moi, il y en avait à peine 17% qui allaient au bac. C'est quand même pas, c'était pas génial. Et on n'a pas besoin de moyens, on a besoin de volonté. Vous n'avez pas besoin de moyens pour traiter de la question de l'accès égal des uns et des autres à l'école. Je ne sais pas, vous n'avez pas besoin de moyens. Le manque de professeurs, c'est une question de moyens. Passer son temps à traduire les questions en moyens, c'est se condamner à l'échec. Parce que, regardez-moi bien dans les yeux, des moyens supplémentaires, il n'y en aura pas. L'exil fiscal dans les paradis fiscaux représente entre 50 et 80 milliards d'euros. C'est des études qui ont été faites. Et la fraude fiscale en France représente pratiquement 3 milliards d'euros tous les citoyens. Et le travail non déclaré par les entreprises représente quasiment 260 millions en 2012. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une espèce de vertu du côté des entreprises. Mais si vous voulez, encore une fois, est-ce qu'on veut créer de l'emploi ou pas? Moi, je vais vous parler d'un cas d'un jeune garçon de 16 ans avec qui j'ai parlé il y a quelques jours. Et il me dit, cet été au mois de juillet, avant de partir dans son pays d'origine pour les vacances, il a fait le guet pour des grandes satiétés. Et il a touché 1 800 euros. Alors, est-ce qu'on va tous s'y mettre ou est-ce qu'il y a une solution pour cette question vous voyez, il lui reste 200 euros. Moi, je suis assistante d'éducation, je touche 580 euros par mois pour 17h30 parce que les étudiants sont devenus quasi des ouvriers, parce qu'il faut bien qu'on aide nos parents et qu'on s'aide soi-même. Mais comment faire, vous voyez, pour ça 1 800 euros pour faire le guet. Il y a un problème de sécurité. Non, mais attends, on va d'abord, il faut me laisser avaler le truc. Hein. Oui, monsieur Gattaz, vous dites beaucoup de choses positives sur la jeunesse, mais moi je vous dis la jeunesse, elle en a marre de payer des études pendant 5 ans et d'arriver en stage de fin d'études et qu'on leur dise de manière avec un grand sourire, vous allez être payé pendant 6 mois 436,05 € pour être tout à fait précis, avec lesquels on doit payer son loyer, son pass Navigo, son abonnement téléphonique et vivre, et ce qui laisse à peu près la bagatelle de 60 €. Quand on dit ça aux entreprises, vous savez ce qu'on nous dit? On nous dit, oui, bah écoutez, vous avez qu'à faire quelque chose le soir pour vous apporter de l'argent en plus. Est-ce que c'est normal? Si la vie était un long fleuve tranquille et que tous les problèmes se réglaient grâce à une touche et on avait la réponse, ça se saurait. C'est pas facile et c'est pas facile pour beaucoup de Français. Le point de départ, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire pour moi chaque fois qu'on se lève le matin et qu'on rencontre une difficulté. C'est aussi qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie. Je suis des cours d'arabe, est-ce que ça me prend un plein temps? Est-ce que je peux pas dégager un peu de temps pour faire un petit job à côté, gagner un peu d'argent? Tu travailles, Inès. Ah, ça je le fais. Mais voilà, c'est la catastrophe là pour les jeunes dans les quartiers. C'est la catastrophe, franchement. Je sais bien. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de diplôme, il trouve pas de travail, et celui qui a un diplôme, il trouve pas de travail. C'est-à-dire que le gars qui a un master en sociologie, j'ai envie de lui dire pourquoi tu t'es pas arrêté au BEP, quoi. C'est la catastrophe. Qu'est-ce que concrètement vous pourriez avoir comme mesure? Moi, je pense qu'il faut des maisons de l'emploi qui regroupent tout le monde dans chaque quartier. On avait mis en place la suspension des allocations familiales pour les élèves qui, en dépit des nombreuses relances, c'est après plusieurs relances, ne venaient plus au cours. Ça a été arrêté par la gauche et il y a des profs qui vous disent qu'ils voient la différence. Ils voient la différence en termes d'assiduité. Parce que, évidemment, c'est un peu brutal. Enfin, c'est un peu brutal. On se dit qu'on... C'est brutal. Ça va être quoi la société de demain avec cette génération précaire qui arrive, avec ces jeunes qui ne trouvent pas d'emploi? Comment régler ces problèmes? Si la jeunesse actuelle, elle se révolte pas, si elle fait pas l'équivalent de ce qui a été fait au moment du contrat de première embauche, de ce qui avait été fait en 93 au moment du SMIC jeune, et ça se dégradera. C'est pour ça que ça dépend là aussi de nous. Parce que le constat, malheureusement, ça fait des années qu'on fait. Ça ne passera que par là. Voilà. S'il y a une autre solution, qu'on me la donne. Alors, idée. C'est Villepin qui disait un truc juste là dans l'extrait qu'on a vu. Il disait les gens des classes aisées ne se trompent jamais. Leurs enfants, même s'ils sont... il y aura toujours une possibilité de les rattraper. Il y aura toujours le réseau. J'ai l'impression que les classes aisées ont toujours un métro d'avance sur ici. Par exemple, à un moment, quand ils ont vu que les universités
devenaient populaires, ils ont envoyé leurs enfants en prépa. Et puis maintenant qu'ils voient que les prépas commencent à intégrer des personnes ici des banlieues, ben ils envoient leurs enfants à l'étranger. Il y a toujours une sorte de décalage. Ce séparatisme finalement assumé. Giuseppe, c'est quoi l'ambiance aujourd'hui dans ton lycée? En banlieue, dans une école publique, on voit bien que les élèves ils sont face à une réalité qui est que c'est les plus riches qui s'en sortent. Et il faut, si on veut bien réussir et qu'on n'a pas forcément les tuyaux des parents, des trucs comme ça, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas, les devoirs. Parce que quand on tient ce discours, on dit oui, mais vous faites de la victimisation, vous n'arrêtez pas de pleurer. Qui veut peut en réalité, si on voulait, on pouvait. Comment on répond à ça? Comment on répond à ça? C'est pas nous la Cour des comptes. Il faut les amener dans les écoles, je crois. Moi, franchement, je viens de la Mulatière, donc la banlieue lyonnaise, 69 350. Quand j'étais au collège dans les années 90, il y avait deux classes de la 6e à la 3e. Et il y avait une classe de maghrébins et une classe de blancs. Est-ce que c'est normal? Et donc tous ceux qui faisaient latin, etc., avaient le droit de rentrer dans la classe de blancs et à partir de la 4e... L'histoire de l'apartheid de Manuel Valls, c'est réel. Mais oui, mais ça c'est pas c'était les années 90. Oui. Moi, dans ma classe, en terminale, il y en a qui sont devenus médecins, il y en a qui sont devenus chirurgiens, il y en a même un qui travaille à Google, qui est ingénieur. On sait comment c'est sélectif. Mais dans cette classe, on faisait allemand et latin. Donc déjà, ils avaient une stratégie. C'est-à-dire que même en banlieue, déjà... C'était des classes où vous avez depuis 10 ans, ils étaient tous dans la même classe, ils se connaissaient tous, ils étaient tous bons élèves. Ils avaient pris allemand latin parce qu'ils savaient que c'était les classes. Giuseppe, t'as pris allemand, non? T'as pris allemand latin? Oui, j'ai pris allemand. Donc il va aller chez Google. C'est tout ce que je sais. J'espère pas, mais pourquoi pas. Toi, tu as 16 ans aujourd'hui. Les politiques aujourd'hui qui sont aux affaires sont en train de construire ce que sera ta société. Dans une dizaine d'années, tu seras sur le marché de l'emploi et tu seras amené à prendre cette responsabilité. Je ne crois pas que ce soit les politiques qui vont faire changer les choses par eux-mêmes. Non, c'est avec les lycéens qu'on va faire changer les choses parce qu'eux, ils voient la vraie réalité de notre monde. L'autre question qui est posée, mais je la pose peut-être aux blogueurs qui sont un peu plus âgés, c'est qu'on depuis donc les attentats du 7 janvier, on a replacé l'école au centre de la réflexion. Est-ce que vous pensez réellement que c'est quelque chose qui va être au-delà de l'esprit du 11 janvier, ce qu'on appelle cet esprit du 11 janvier, ou est-ce que vous pensez réellement que d'ici 2-3 mois, tout ça va s'apaiser, que finalement les écoles fonctionneront avec les moyens du bord et on aura, qu'on le veuille ou non, une espèce d'éducation nationale à deux vitesses? Pour que ça change, il faut qu'il y ait des vraies réformes directes, concrètes, parce que là, c'était même la campagne de François Hollande était sur la jeunesse. Donc finalement, qu'est-ce qui a changé? Soit on met les plus anciens des professeurs qui ont de la bouteille dans ces collèges ou dans ces écoles, dans ces quartiers-là, soit on valorise l'emploi lui-même avec un super salaire, et là, je pense que tout le monde va se battre, parce que quitte à sacrifier 1, 2, 3 ans, au moins ils mettent de côté. L'autre question qui est posée, elle a été d'ailleurs posée par Kaïna à juste titre, vous avez des diplômes, vous êtes discriminés, vous n'en avez pas, vous êtes encore plus discriminés. Et surtout, on est quand même dans un pays de réseau, donc finalement, tous ceux qui arrivent, tous ceux qui démarrent dans les quartiers qui n'ont pas le réseau n'accéderont pas au même poste que ceux qui ont le réseau depuis l'enfance. Si le papa a juste à passer un coup de fil à son pote pour avoir une place pour son enfant dans l'entreprise, il y a la moitié de la société qui, elle, n'aura pas accès à ça. Et donc ça ne changera jamais, puisque ce sera les mêmes qui vont rentrer dans les entreprises et les mêmes qui vont attendre et pointer à Pôle emploi. Et c'est vrai que moi, j'ai un bac plus 5 et franchement, je me suis demandé à un moment donné si je ne devais pas enlever ça de mon CV, puisque au final, je ne postulais qu'à des postes qui demandaient un bac plus 2. Giuseppe, toi, tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard? Moi, j'aimerais bien faire du droit. Après, voilà. Le droit, c'est-à-dire avocat, magistrat... Dans le droit du travail. Mais tu veux pas faire de la politique? La politique, c'est pas un métier, il faut savoir. La politique, on ne devrait pas en vivre. Non, mais un mandat, enfin t'engager dans ta ville. Oui, mais pour pouvoir être vraiment objectif, pour pouvoir avoir un vrai avis indépendant, il faut ne pas, c'est cru de le dire comme ça, mais ne pas en manger. Ceux qui arrivent qui atteignent leur but en politique, c'est pas forcément ceux qui ont des convictions, c'est ceux qui ont de l'ambition. Alors des fois ils ont de l'ambition et des convictions et ça marche, c'est-à-dire que le couple se porte bien et on a des vrais hommes politiques à la tête des fois c'est que l'ambition qui a réussi et derrière il n'y a rien. Alors Claire, pour terminer, il y a quand même un message d'espoir parce que malgré tout vous êtes des trentenaires, il y a des jeunes qui nous écoutent, il y a des jeunes qui sont avec nous au Bondy Blog. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que malgré le constat, malgré le diagnostic un peu tragique, il y a quand même des chemins à emprunter pour pouvoir changer ça. Je crois qu'il ne faut rien lâcher. C'est un marathon, mais il ne faut rien lâcher parce que c'est sur le long terme que ça paye en fait. Merci beaucoup Idir, Claire et Giuseppe d'avoir commandé ce petit verre que je vous ai servi avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de professionnalisme. Oui, merci à toi. Merci beaucoup. On va accueillir d'autres blogueurs pour la suite de ce best-of Bondy Blog Café aujourd'hui sur France O. Victor, toi tu n'as jamais fait l'émission?
Non, ça fait que 3 mois que je suis arrivé. Tu l'as regardé avant, non? Ouais, j'avais vu celle avec Henri Guénaud. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu grâce à ça que je suis venu, ça m'a vraiment fait envie, donc c'est pour ça que j'ai voulu m'investir dans le Bondy Blog. Donc en fait, toi, c'est l'émission en fait qui t'a. En plus, j'étais tombé dessus par hasard. Donc tu veux faire quoi? Tu veux être journaliste? Ouais, journalisme, information, communication. Donc t'es sûr de ça maintenant? Non, mais ça m'a plus orienté, je suis plus sûr de moi qu'avant en fait. Est-ce que tu te sens prêt à faire un Bondy Blog Café? En plateau, j'entends. Je dirais pas oui, mais ouais, pourquoi pas, mais pas tout de suite en fait. Badrou, toi, t'es venu très jeune. Ouais, moi je suis né au Bondy Blog. T'avais quoi? T'avais 14-15 ans? Ouais, voilà. C'est avec ta mère, je crois, non? C'est ta mère qui t'a accompagné, qui te confie au Bondy Blog et qui te récupère. Mais non, n'importe quoi. Mais c'est presque comme ça. J'ai grandi avec le Bondy Blog, j'ai grandi au Bondy Blog. J'ai évolué avec le Bondy Blog. Faut que tu partes maintenant, ça fait 10 ans que tu es là. Non, c'est peut-être le moment, non? Mais tu as fait d'autres choses entre-temps. Voilà, et puis entre-temps, en fait, la confiance que l'on m'a donnée au Bondy Blog, avec Mehdi, c'est avec lui qu'on est entré ensemble au Bondy Blog. On nous a donné une autre confiance ensuite à la radio. On s'est mis à faire des reportages aussi pour la radio, à France Inter, puis ailleurs aussi. Donc, je pense que la formation, la base, pour nous, ça a été le Bondy Blog. Par exemple, quand tu es dans des soirées avec des copains, des copines, tu te présentes comment? Tu es quoi en fait? Tu fais quoi dans la vie? Je sais pas, je dis je fais de la radio, ou je suis au Bondy Blog. Tu dis pas, par exemple, je suis journaliste? Non, je dis pas comme ça, journaliste. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être dans un métier, quoi. J'ai pas l'impression de faire un métier. T'as l'impression d'être un escroc payé en fait, voilà, tu fais rien, en fait. Pour parler, pour boire du jus. Enfin, c'est pas non plus. J'ai pas l'impression de faire quelque chose de fondamental, quoi. T'as des souvenirs, Badrou, d'un Bondy Blog Café qui t'a marqué, ou un Génération Bondy, donc l'ancêtre du Bondy Blog Café? Ouais, je me rappelle de Jean-Marc Ayrault. Parce que Jean-Marc Ayrault, qui était Premier ministre à cette époque-là, lorsqu'il est venu au Bondy Blog, il y avait beaucoup de pression en fait. Il y avait une vraie électricité. Il y avait tous les... C'était le Premier ministre. Voilà, c'était le Premier ministre qui venait, donc il était avec son armada, à la fois de sécurité, son armada de conseillers, et son armada de courtisans, en l'occurrence et tout ça, tous les journalistes qui étaient là. Donc il y avait une ambiance, quoi. Il y avait des conditions vraiment de match de boxe, limite, quoi. Donc ouais, ça c'est un souvenir que je garde encore, Jean-Marc Ayrault. Et toi, Myriam? Le plateau qui m'a le plus marqué, c'est celui avec Henri Guénaud. D'accord. Parce que en fait, ce jour-là, j'ai découvert en fait le côté humain d'Henri Guénaud. Parce que souvent dans les médias, il est représenté comme un peu. C'est un peu lui aussi qui veut ça. Oui, voilà. Et puis après, lui, il joue beaucoup sur son côté bruit de décoffrage et tout, mais finalement, c'est. Quoi, il t'a charmé, Henri Guénaud? Tu vois, bizarrement, un peu. Il a pris un jus de tomate ici, je me souviens. Justement, Myriam, je vais te demander de prendre l'iPad et je vais vous montrer justement une séquence avec tous ces invités qu'on vient d'évoquer à l'instant, où on a parlé de la question de la diversité en politique, de la classe politique, et puis après je vous ferai réagir. Le droit de vote des étrangers, vous êtes pour ou contre, c'est quand? Écoutez, quand les conditions le permettront. Non, mais je vais vous répondre. Vous avez la majorité au Sénat, vous avez la majorité à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Vous savez très bien, puisque vous êtes suffisamment bien informé pour que cette réforme puisse avoir lieu, qu'il ne faut pas simplement avoir la majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale, il faut les 3/5 des deux chambres réunies. Nous ne les avons pas. Nous les avons. Non, nous ne les avons pas. Il faut avoir des voix du centre et de la droite qui s'y refusent. Je suis sur la même position que Malek Bouti. Faisons gaffe à des sujets qui nous échappent après, des débats qui nous échappent, comme l'identité nationale. Je pense que là, c'est de nature à plutôt foutre le feu et plutôt blesser ou reblesser. Je suis contre parce que je dis on va compliquer l'accès à la nationalité et moi je suis contre qu'on complique l'accès à la nationalité. Nicolas Sarkozy qui l'a compliqué l'accès à la nationalité. Oui, non, alors là, je vais quand il était président, mais vous n'étiez même pas né. Vous n'étiez même pas né. Vous n'étiez même pas né que vous êtes. Vous pouvez demander à ma mère. Quand il était président, Nicolas Sarkozy, d'année en année, ses ministres de l'Intérieur, ils présentaient les chiffres. Ils étaient fiers de dire qu'il y a de moins en moins de naturalisation. François Hollande a annoncé que, après les élections en clair, les cantonales et les régionales, et avant la fin du quinquennat, il ferait une proposition de mise en œuvre du droit de vote des étrangers aux élections municipales. Je veux y croire.
vous avez dû prendre position il y a 3 ans quand une candidate voilée s'est présentée aux élections régionales. Comment aujourd'hui est-ce qu'au NPA, vous jouez avec cette double sensibilité, sachant qu'il y a quand même une base assez laïcarde dans votre parti? On essaie de ne pas jouer, mais il y a un débat compliqué, en effet, qui est de trouver un point d'équilibre entre la question de la laïcité, du féminisme et de la lutte contre l'islamophobie. Mais là, en ce moment, ce qu'elle vend en poupe dans ce pays, c'est une grande vague islamophobe. Et vous voyez bien que montent les peurs contre les uns, les peurs contre les autres, contre le voisin. Et nous ne sommes pas les seuls en Europe confrontés à ça. Mais il y a certains de vos ministres qui alimentent ça malgré tout. Non. Vous êtes sûr? Non. Manuel Valls n'a jamais rompu les digues. Non, je ne pense pas qu'il faille aller là, sur ce terrain-là. Je pense que c'est une erreur, ça ne correspond pas du tout à la réalité de la politique du gouvernement. Madame Taubira, la première question qu'on a envie de vous demander, c'est comment vont vos relations avec Monsieur Valls? D'une garde des Sceaux au Premier ministre. Est-ce que vous êtes fier d'être la collègue de Manuel Valls? Bon, la question ne se pose pas comme ça. Enfin, ce mot fier, maintenant, vous me l'avez posé. Est-ce que vous êtes... moi, je ne mets pas tout sur non, parce qu'ici, nous, on est très fiers d'être français, par exemple. Vous voyez, on est fiers d'être français. Est-ce que c'est compliqué d'être une femme noire en politique en Occident? Ce qui est indiscutable, c'est qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à accepter l'idée que les personnes qui me ressemblent, qui ressemblent à Ramayad, qui ressemblent à d'autres, et notamment en plus qui ont le mauvais goût d'être des femmes, que ces personnes-là assument des responsabilités. Quand Rachida Dati et Ramayad et Fadela Amara ont été nommés ministres, moi j'ai trouvé que c'était un beau geste de la part de la droite. Vous voyez, je le dis franchement, parce que c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit la gauche la première à faire ce type de geste. Autour de nous, vous savez très bien, ici, vous êtes un média qui permet la promotion de gens issus, on disait de la diversité, pardon, c'est les gens, des Noirs et des Arabes, parce qu'ils sont issus de la diversité, parce qu'on n'ose pas dire les mots. Sans compter la question de la représentation, qui est une question légitime. Finalement, est-ce que ceux qui se présentent au suffrage nous ressemblent et sont capables de nous rassembler? Fondamentalement, la gauche a toujours été plus en avance que la droite pour ce qui est d'amener aux responsabilités politiques locales des gens issus de l'immigration. Regardez vraiment comment sont composés nos conseils municipaux, nos conseils régionaux. Vous avez beaucoup de gens issus de l'immigration qui prennent des responsabilités. Il y a 40 villes en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas un maire arabe ou noir, alors que la population... pas encore des maires, mais des adjoints. J'entends tous les jours des gens qui disent on a essayé la droite, on a essayé la gauche, maintenant je vais essayer Le Pen. Je l'entends. Vous les comprenez, ces gens-là? Je comprends parfois leur colère et l'impatience, mais pas toujours. Parce que parfois, ils sont séduits par des pentes extrêmement dangereuses. On a l'impression que certains politiques s'en fichent complètement que Mme Taubira se fasse traiter de singe. Je pense même que certains sont contents de l'entendre. Je trouve ça incroyable. Et même pourquoi les médias cautionnent ça? Est-ce qu'on n'a pas perdu en fait contre la lutte Vous adressez à vous qui avez été journaliste. Vous adressez à un ancien journaliste et j'ai été interrogé depuis quelques semaines, souvent sur ce sujet du racisme, en disant qu'il y avait une responsabilité majeure des 5 années de sarkozysme on pourrait dresser l'inventaire à l'après-vert de tout ce qui a été dit, à commencer par le ministère de l'identité nationale, ou le discours de Grenoble, ou le discours de Dakar sur l'homme noir qui n'est pas entré dans l'histoire, ou les blagues graveleuses de M. Hortefeux. Pour moi, ça a été un choc, le score du Front National. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire, parce que je suis une incorrigible optimiste, sinon je pense que je ferais un autre métier, que le Front, il prospère sur nos défaillances. Il prospère quand on est mauvais. Moi, je vais vous poser une question assez simple. Êtes-vous vraiment à votre place à l'UMP? Si vous voulez, moi, je suis maire du banlieue. Les problèmes, les tensions dans la société, je les vis au quotidien. Nous, on est là, banlieue, parce qu'on vit quotidiennement dans la banlieue. Donc, cette excuse ne marche pas face à nous, madame. Mais alors, concrètement, où est-ce que vous trouvez que l'UMP vit sur les peurs? Dites-moi concrètement. Vous reprenez, par exemple, des idées que Jean-Marie Le Pen ou que Bruno Gollnisch revendiquaient depuis déjà 30 ans. Comme, par exemple, la réforme du droit du sol, la réforme de l'espace Schengen. Au Conseil national de l'UMP, ça a été évoqué. Excusez-moi, j'ai posé une question. Mais quelle est votre position là-dessus? Je vous la donne. Attendez, je suis profondément attaché au droit du sol, mais je pose une question. Quand on est issu de parents illégaux, pas légaux, illégaux, en France, est-ce qu'on a le droit à l'automaticité? C'est pas la même chose que d'être issu de parents immigrés légaux. Pour vous, quelles sont les valeurs qui font l'identité française? Mais je pense que c'est l'aspiration à l'égalité qui nous avons hérité de la Révolution. C'est une valeur très forte. Elle est mise à mal aujourd'hui, mais il nous appartient de lui redonner tout son lustre. Badrou, peu de première réaction.
Est-ce qu'on a avancé sur cette question de la diversité en politique ou est-ce que c'est un bidule sur lequel on va encore tripatouiller pendant des années sans vraiment apporter de solution? Ouais, moi je pense que cette question de coloriage en fait, cette question de coloriage dans la classe politique, elle va encore se poser. Quand je dis coloriage, c'est-à-dire qu'on parle de diversité, mais comme le dit Rachida Dati, la diversité c'est quoi? C'est les Noirs et les Arabes qui font partie de la France et qu'on ne voit pas dans les espaces et dans les lieux qui font que l'on décide de la France, quoi. Mais est-ce que la question de la diversité, en réalité, c'est pas la question de la légitimité? C'est-à-dire, est-ce que la République reconnaît qu'on peut être français à part entière, même si on est effectivement issu des différentes vagues migratoires, même si on a un nom à consonance exotique, pour ne pas dire maghrébine? Est-ce que c'est pas ça aussi la question? C'est est-ce que la France n'est pas à un moment où elle doit s'assumer telle qu'elle est et non pas telle qu'elle s'imagine? Myriam. Oui, elle devrait s'assumer comme telle. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que souvent, la diversité, elle est utilisée aussi à des fins électorales. On a bien vu quand M. Sarkozy était au pouvoir et qu'il a vachement, il a vachement surfé sur cette vague en mettant Fadela Amara, Rachida Dati, etc. Après, je trouve que justement, comme c'est une utilisation à des fins électorales, ça perd de son sens. Et finalement, c'est toujours le noir ou le rebeu de service, quoi. Victor, est-ce que cette question traverse un peu ton environnement à la fac, au sein de ta famille, avec tes potes? Moi, je vis dans un milieu où il n'y a pas énormément de diversité, c'est dommage. Mais donc la question ne se pose pas forcément. Après, au lycée, par exemple, j'ai fait de la science politique. Et là, par exemple, on en parlait et c'était vachement intéressant. Mais après, en dehors de ça, des cours, non, on n'en parle pas du tout. Même dans les médias, je dirais pas que c'est un sujet tabou, mais on n'en parle jamais, c'est dommage. Moi, je pense qu'on va avancer le jour où on se rendra compte qu'on se pose les mauvaises questions. C'est-à-dire que je pense que, quelque part, les Français, en tant que tels, ils sont prêts. Ils sont prêts à avoir une Assemblée nationale qui ressemble un peu plus à la France de 2015. Oui, comme ils voient de toutes les couleurs dans les hôpitaux, dans les écoles. Comme ils le voient à l'hôpital ou à l'école ou dans les salles d'école primaire ou dans les salles de collège. Je pense que cette question-là, elle n'a pas à se poser, mais la question qui doit se poser, c'est... Elle est dans le comportement en fait de la classe politique, des dirigeants, de ceux qui décident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un Nicolas Sarkozy ou un Cambadélis au PS, pour lui, il se dit systématiquement que mettre un noir ou un arabe dans telle circonscription qui est pourtant gagnable, il va pas le faire parce qu'il y a un pote à satisfaire. Parce qu'il y a des amis à satisfaire, parce qu'il y a un réseau à entretenir. Et Cambadélis ou Sarkozy, c'est des mecs qui sont en politique depuis ça va bientôt faire 30 ou 40 ans même. Et ces mecs-là, ils pensent pas forcément par rapport à la France d'aujourd'hui. On poursuit ce best-of avec d'autres blogueurs. Idir est toujours là, c'est le pilier de bar, il ne veut pas bouger. Olufemi et Nassira nous ont rejoints. Alors avant de commencer, commande s'il vous plaît. Ouais, comme d'hab, diabolomante, bien diabolomante, ouais. Limonade pour moi. Limonade. De l'eau. De l'eau, très bien. Alors, Olufemi, comment t'es rentré au Bondi Blog, Olufemi? Je t'ai rencontré en 2011. J'ai étudié à l'université Paris 13 de Buitaneuse et tu as animé l'atelier du blog. D'accord. Alors, tu nous as parlé du Bondi Blog à cette occasion. Il nous a invités à venir là-bas. C'est ce que j'ai fait. Et alors, qu'est-ce que tu en as retenu? Ça a changé ta vie? Les choses ont bougé pour toi? Oui, parce que j'ai découvert lors de la conférence de rédaction des gens qui étaient intéressés par le fait d'écrire sur des sujets qui les intéressaient. Et ça m'a donné moi aussi d'écrire sur des sujets qui m'intéressent. C'est ce que je fais toujours d'ailleurs. Toi, Nassira, t'es venue entre-temps. Comment tu es rentrée Et moi, je suis arrivée en 2009 précisément. Et donc, j'étais en stage à Public Sénat en 2009. Et tu avais fait un passage sur la chaîne. Ouais, c'était dans le cadre des élections d'Obama en 2008, je crois. Exactement. Oui. Et du coup, on s'est croisés comme ça. Et je suis arrivée par l'école du blog, moi. J'ai assisté à une des écoles du blog et c'est comme ça que je suis arrivée au blog. En fait, toi, tu as fait le chemin inverse. C'est-à-dire que nous, d'abord, on voudrait que les jeunes viennent au Bondi Blog et après intègrent les grandes rédactions. Et toi, tu as un peu fait l'inverse. Et aujourd'hui, tu as France Télévisions.
Et maintenant, je suis à France 2. Absolument. Alors, tu as une mission au LUFEMI, tu vas prendre l'iPad que tu as sous les yeux et tu vas lancer la séquence où il est question des thématiques urbaines avec les invités que nous avons reçus ici au Murat dans le cadre des Bondi Blog Café. Ok. Moi, je vous ai accompagné en banlieue à Gennevilliers. Dans votre programme, justement, est-ce que ces habitants des quartiers populaires et ces territoires-là, qui sont bien particuliers, est-ce qu'ils ont une place particulière? Est-ce qu'ils sont aussi particuliers qu'on le dit? Justement, je vous pose la question à vous, candidat. Moi, je ne crois pas qu'ils soient particuliers. Je ne crois justement pas qu'il y ait en banlieue des êtres humains particuliers. Ou des êtres extraordinaires. Il faut arrêter de présenter nos banlieues comme des espèces de jungles avec des bêtes féroces qui se dévorent entre elles, un peuplade d'ignorants et de sauvages. Bon, mais non, mais c'est vrai à la fin, quoi. On a l'impression que c'est ça. Il y a des gens qui ont des problèmes sociaux, mais je suis né dans un village où il y avait des problèmes sociaux et j'y vis toujours aujourd'hui. L'analogie monde rural, zone périurbaine est valable selon vous? Oui. En termes de désertification, d'abandon? En termes de sentiment de malaise. Je pense que les quartiers populaires, ils ont quand même beaucoup souffert depuis 5 ans. Et donc, ils se sont à un moment détournés, en se disant, de toute manière, on nous a abandonnés, donc qu'est-ce que peut faire la politique? Est-ce qu'elle peut encore faire quelque chose pour nous? François Hollande, il en a fait beaucoup voir, il a beaucoup fait rêver la jeunesse française, et notamment la jeunesse des quartiers populaires. Aujourd'hui, elle en voit de toutes les couleurs. Ça vous pose pas un problème? On revient de très loin, hein. C'est vrai. Et puis on est dans une ambiance qui n'est pas... mais si je vous dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas tellement une amélioration en fait. Mais même symbolique parfois. Et le symbole en politique est important. Vous êtes conscient de ça? Oui, mais je pense qu'il faut bien voir encore une fois ce que nous en sommes en train d'entreprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ascenseur social ne fonctionne plus? Moi, effectivement, je suis de milieu modeste, ce que j'assume pleinement et que je n'oublie jamais. Si vous êtes jugé au mérite, à vos efforts, à vos talents, et que vous avez le droit d'accéder à ceux que vous méritez, il n'y a pas de problème. C'est vraiment l'ascenseur social. On se rend bien compte depuis plusieurs années que ça fonctionne mal. Et pourquoi? Et la gauche, par exemple, est-ce que la gauche a une responsabilité là, par exemple? Bien entendu, parce que... Est-ce qu'il n'y a pas eu des renoncements de la part du Parti Socialiste sur ces questions-là, qui ont été des questions très importantes au début des années 80? Sans aucun doute, sans aucun doute. Aujourd'hui, quand on s'appelle Julien Dubois, on envoie 19 CV et on obtient un entretien. Quand on s'appelle Mourad Zaleg, on envoie 277 CV et on obtient un entretien. Au-delà de tout ce que vous proposez, des emplois d'avenir et des autres perfusions, comment on fait pour vraiment changer les mentalités? Pour des étudiants, des jeunes qui sont hyper diplômés, hein. On n'est pas là dans le traitement social. J'en suis tout à fait conscient. Et ça, c'est un combat qu'il faut absolument mener et réussir. Il faut mobiliser aussi les entreprises, les grands groupes, les PME. Il faut changer la culture, il faut changer la mentalité. Dans les faits, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous en tant que ministre et du gouvernement auquel vous appartenez? La loi sur la cession gratuite du foncier public, c'est-à-dire la vente de fait quasiment gratuite des terrains de l'État pour construire du logement, l'obligation de construire 25% de logement social, ça c'est des réalités concrètes. Donc vous pouvez dire c'est pas suffisant, ça je veux bien l'entendre, mais vous pouvez pas me dire est-ce que c'est juste des mots? Je suis pour le logement social. Mais j'ai l'impression que si on est contre, enfin on est contre, et puis en fait on fait rien pour changer, donc du coup ça prend du temps et il n'y a pas de changement dans les médias. Si, parce qu'avec Bertrand Delanoë, quand je suis contre le logement social, c'est quand il me met arithmétiquement tant de logements sociaux et j'ai pas de place en crèche, pas d'équipement sportif et pas d'école. Quand un maire ne veut pas construire, je prends l'exemple de Saint-Maur, 3% de logements sociaux, de Neuilly, 2% de logements sociaux, le préfet normalement devrait sanctionner le maire. Il y a des amendes, mais elles sont il le sanctionne, mais c'est ridicules. des amendes ridicules. L'amende c'est 75 € par mètre carré. Un maire qui refuse de construire du logement social, il est condamné à une amende payée par le contribuable. Avec le budget de la ville, payée par le contribuable. Avec son argent à lui-même. Mais pourquoi on ne met pas en place l'inéligibilité des personnes qui ne respectent pas la loi? Les maires qui ne respectent pas la loi, pourquoi ils ont le droit de se représenter et de se mettre d'accord avec leurs habitants? Vous n'en allez très loin. Non mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai rêvé porter ce programme de rénovation urbaine avec ses forces et ses faiblesses. Et à l'époque, personne ne voulait faire. Personne ne voulait faire, on m'a pris pour un fou dingue, en m'expliquant que finalement c'était comme ça, c'était à cause des gens qui étaient là. Enfin, je veux dire, on était dans un déni absolu. On peut pas s'en foutre de la banlieue, vous voyez ce que je veux dire? Non mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit et tout le monde s'en fout, mais dans ce cas-là... L'image de la France souffre énormément de par les difficultés générées dans les banlieues. Elle souffre. Mais la Seine-Saint-Denis, c'est un département jeune, on ne peut pas s'en foutre, monsieur Lagarde.
c'est pas moi qui m'en fous. Non, ils s'en foutent pas. Oui, mais je veux bien vous croire. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui était important je vous quand même. dis que quand vous voulez parler de ça sur un grand média national, etc., c'est pas intéressant. Voilà ce qui vous est répondu. C'est pas le sujet qui excite du moment. Voilà. Il est un peu injuste, Jean-Louis, parce que en réalité, lui-même a fait avancer les choses. Et quand il a fait l'ANRU, mais en pleurant, c'est ce qu'il nous a dit. Ah oui, bien sûr, mais c'est difficile. Pourquoi faut-il pleurer aujourd'hui en France pour rendre service à tous les citoyens, et notamment les citoyens les plus démunis d'entre nous? Nassira, est-ce que on n'est pas en panne, au fond, sur cette question de la banlieue dans le discours politique en France? Et moi, ce que je trouve terrible dans ces extraits qu'on a vus, c'est les propos de François Bayrou, le maire de Pau, qui en fait nous propose aujourd'hui un discours qui oppose les Français. Moi j'ai envie de dire, il y a des chiffres qui parlent pour eux-mêmes. Quand on sait que dans des banlieues, dans les quartiers, il y a 45-50% de chômage, enfin on va pas me dire que si aujourd'hui il faut faire plus pour les banlieues, ça sort de nulle part. Enfin, il y a des chiffres, il y a des réalités quand même objectives. L'autre question, Nassira, c'est y dire, qui va peut-être y répondre, c'est qu'au fond, le diagnostic, on le connaît. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on met comme politique publique, comment on réussit à répondre à une demande qui est maintenant récurrente depuis plus de 20 ans sur un diagnostic connu, reconnu. Pour changer les choses en banlieue, il faut la volonté de les changer. Déjà, il faut aussi des moyens. Et je ne vois pas un homme politique dire, voilà, je vais mettre 100 milliards d'euros dans les banlieues. Je pense que pour lui, ça ne va pas suivre. Mais pourquoi Est-ce que c'est électoralement quelque chose qui n'est pas tenable, ou est-ce que économiquement, ce n'est pas possible parce qu'on est dans une espèce de crise? Mais c'est quoi le... Économiquement, on peut toujours débloquer des fonds, on peut toujours emprunter, on peut toujours faire ce plan Marshall qu'on nous promet depuis des années et qui ne viendra, je pense, jamais malheureusement. Mais je crois que c'est électoralement. Si leur électorat n'accepteront jamais qu'on débloque autant d'argent pour un endroit où ils n'y habitent pas, où ils ne voient qu'à la télé. Olufemi, toi tu habites en banlieue? Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas y rester, que tu vas y trouver du travail, que tu vas y vivre, que tu vas y faire des enfants? Ou est-ce que tu te dis, j'habite ici aujourd'hui en banlieue, mais finalement mon projet c'est d'aller demain habiter à Paris ou dans une ville, enfin peu importe, mais sortir finalement de la périphérie? Franchement, on est là parce qu'on habite chez ses parents. Les projets d'avenir, on a envie de partir ailleurs, quoi. C'est vraiment pas le genre d'endroit où on veut faire sa vie. Et le problème, c'est que quand on voit ce qui se passe autour de nous, quand on voit les politiques qui sont mises en place, on se demande comment on va faire. Parce que regardez l'extrait avec Rachida Dati, le problème, c'est qu'au niveau des logements sociaux, il y a des maires auxquels on laisse la liberté de ne pas se mettre en conformité avec la loi, ils s'en sortent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à payer d'amende. Et les gens comme moi qui voudraient partir dans de meilleures villes, qui voudraient de meilleures conditions, ils sont bloqués parce qu'il n'y a pas assez d'endroits pour eux. Les gens veulent bien habiter dans le ghetto si leurs enfants peuvent en sortir par le biais de l'école et de la promotion. C'est un peu la génération des années 60-70. Mais là, justement, ça ne marche plus. Et si dans ces ghettos-là et dans ces banlieues-là, on leur propose de bonnes écoles, ou en tout cas des écoles où on peut faire de la scolarité un peu comme partout en France, du boulot, pouvoir aller à Pôle emploi sans prendre 3 bus pour y aller, voilà. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est Mais toi, Nassira, maintenant que tu es quand même dans une grande rédaction, que tu fréquentes, qu'en plus tu es très imbibé de cette question sociale, économique, est-ce que c'est quelque chose qui revient dans les conférences de rédaction? Est-ce que c'est quelque chose qui revient dans le cadre des relations que tu as aujourd'hui avec les journalistes professionnels? Ou est-ce que c'est finalement une question périphérique aussi? Ce qui est regrettable, c'est que ce sont souvent des questions, et ça, je pense, toute rédaction confondue. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire d'exercice pratique professionnel dans les rédactions. C'est que ces questions-là, on les aborde uniquement lorsqu'il y a des événements, lorsqu'il y a les attentats récemment, lorsqu'il y a des voitures qui brûlent, lorsqu'il y a des émeutes. Et effectivement, c'est au final la dictature de l'émotion, parce qu'on ne peut rien proposer de durable, on ne peut rien proposer de concret, de long terme, si on le fait uniquement pour réagir et pour combler le vide d'une situation à laquelle on n'arrive pas à répondre, parce que depuis des années, on s'est peu soucié en réalité, et on a laissé faire et on a laissé couler le temps. Donc c'est ça le problème, c'est que dans les rédactions, malheureusement, et ça je pense que toutes les rédactions ont leur part de responsabilité, on n'arrive pas à parler de ces questions-là, hormis lorsqu'il y a des événements particuliers. D'où l'existence du Bondi Blog, qui essaie justement de sortir cette question de l'extraordinaire et pour l'inscrire justement sur l'ordinaire. Merci beaucoup Idir, Nassira, Olufemi d'être venus boire ce petit verre au bar dans le cadre de ce Bondi Blog Café Best of, et vous allez laisser la place aux autres blogueurs qui viendront aussi débattre avec nous.
Moi, je vais te prendre un jus d'abricot, s'il te plaît. Pareil D'accord. pour moi, s'il te plaît. 2 jus d'abricot. Un coca. Et un coca. 2 jus d'abricot et un coca. Alors les abricots, c'est par ici. Bah là, toi, tu es arrivé quand au Bondi Blog? Il n'y a pas très longtemps. Je suis arrivé en octobre 2013. Ouais. J'ai eu mon diplôme en master en communication politique et publique. Ouais. Et après, on m'a dit, tu vas connaître le chômage, essaye de rester actif. C'est Pôle emploi pour toi, le Bondi Blog, c'est ça? Et voilà, après, ma conseillère, elle me disait, mais je vous regarde au Bondi Blog, ma conseillère Pôle emploi en plus. Donc, c'était assez drôle. Tu as fait quoi comme étude, Bala? J'ai eu un master en communication politique. Ouais, donc tu fais de la politique depuis un moment, visiblement. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de la politique en ce moment en France? Bah, je pense qu'elle a besoin de se réinventer un peu. C'est-à-dire? Elle manque de fraîcheur et elle tourne un peu en rond. Mais tu peux faire de la politique, toi, tu penses? Que tu as un intérêt à faire de la politique dans quelques temps ou pas? Pour l'instant, on va dire que je suis encore en formation, j'apprends, je regarde les autres faire, je note les erreurs et après je ferai un F5 pour actualiser ça. Et est-ce que le Bondi Blog te sert à tout ça ou pas? Bah, le Bondi Blog, oui, clairement. J'ai couvert les campagnes municipales, européennes, j'ai interviewé presque une dizaine de politiques maintenant, donc oui, ça sert beaucoup. Et toi, Faiza? Notre rapport est un peu particulier, on s'est rencontrés il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, moi je suis arrivée en 2009, donc ça fait 6 ans maintenant. Toi tu as fait beaucoup de plateaux quand même, le café, tu as fait aussi Génération Bondi, l'émission précédente, donc tu as un regard quand même assez, tu peux avoir un recul assez important. Est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on est rentré dans le moule? Parce que ça aussi, on a des griefs de ce genre, on a un peu une parole qui s'est un peu étiolée, qui devient un peu une parole quasiment formatée ou pas? Comment on peut analyser d'une manière vraiment introspective ce que nous faisons autour du Bondi Blog Café? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a rodé quand même la machine. Je pense aussi que s'il y a des griefs, c'est dû au fait qu'on est blasé quand même un petit peu. Parce que la première fois qu'on reçoit un ministre de la ville qui nous promet monts et merveilles, on a envie de le croire. C'est comme quand tu rencontres un mec un peu tchatcheur qui te promet la lune et puis finalement tu te rends compte qu'il te trompe avec ta meilleure amie. Et là c'est un petit peu pareil. Au fur et à mesure, les promesses, on y croit de moins en moins, on fait... Donc on a perdu un peu de notre punchline et ainsi de suite. Charlotte, toi tu es rentrée au Bondi Blog d'une autre manière, c'est ça, un peu différente, la prépa égalité des chances, que nous avons monté avec l'EJ Lille, qui consiste à soutenir des étudiants boursiers pour passer les concours des écoles de journalisme. Exactement. Donc moi je venais du monde rural. Du monde rural, il faut le dire, dont il n'est pas très facile d'en sortir. C'est bien la preuve que nous ne travaillons pas uniquement pour les banlieues, bien sûr. Effectivement, il faut le souligner. Tu as fait aussi les émissions du Bondi Blog Café, je ne sais pas, 2 ou 3 plateaux certainement. Oui, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué? Taubira. Oui, effectivement. C'est pas mal de faire Christiane C'était mon premier plateau, très impressionné évidemment. Très impressionné par la dame, parce que c'est une petite dame, elle fait 1m50 comme moi. Et, beaucoup de coffres. Beaucoup de... elle compense. C'est beau de voir une petite dame comme ça, avoir autant de caractère et autant d'aplomb et de... Voilà. Toi, Bala, tu lui as posé une question qui restait quand même une question importante. Tu as été le premier à l'antenne à lui dire, est-ce que c'est difficile d'être une ministre noire actuellement en France, en Occident? Et c'est vrai qu'on ne l'entend pas, cette question-là, quand elle est à RTL, quand elle est à Europe 1 ou quand elle est à TF1. Bah, c'est que les gens ils prennent des pincettes, mais quand on voit Taubira, c'est vraiment la première question qu'on se pose. Parce que quand on voit les 1-2 minutes, toutes les insultes qu'elle reçoit, sur Internet, il y a des choses délirantes sur elle. Il y a vraiment sur le net une contre-campagne qui se fait sur elle. Et c'est basé sur sa couleur de peau, clairement. Est-ce que c'est facile, finalement, de traiter des questions dont on est nous-mêmes les sujets? Je pense notamment à l'islam, je pense aussi à la question de la diversité, je pense à la question de la banlieue. Est-ce qu'on a assez de recul? Est-ce qu'on est assez objectif? Comment on se débrouille pour faire ça? Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que les journalistes, disons, qui sont un peu dans le moule classique, on leur demande pas de prouver leur légitimité, leur objectivité, alors que, enfin, je comprends pas pourquoi les journalistes du Bondi Blog, parce qu'on est beaucoup à être devenus journalistes, à avoir fait des écoles de journalisme, je vois pas pourquoi on n'aurait pas la légitimité pour traiter de ces sujets qui nous concernent, auxquels on est un petit peu plus sensibilisés. Par exemple, l'islam, on voit que c'est quand même le gros Et la question aujourd'hui qui nous préoccupe, la question de Charlie, enfin tout ça. Donc comment on fait quand on est le Bondi Blog? Est-ce qu'on participe au débat ou est-ce que c'est ça? C'est une vraie question, Charlotte. On est plus légitime. On n'a pas de tabou à se donner de dire est-ce qu'on a le droit de parler de ces questions? Au contraire, ça nous concerne. Donc d'autant plus sujet, on n'a pas
On n'a pas de mal à dire appeler un noir, un arabe, un arabe. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Et pour aller plus loin que Charlotte, c'est que si on le fait pas pour nous-mêmes, qui va le faire en fait? Et là, la vraie question. Il ne faut pas se laisser piéger par le fait que pour être bon dans un sujet, il faut ne pas l'avoir vécu. Parce que c'est un peu ça le piège qu'on nous fait vivre dans cette société, c'est que si tu veux bien défendre un sujet, il faut qu'il soit extérieur à ta problématique. Oui, pour couper court au porte-parole là, enfin voilà, à l'introspection. Ce qui est totalement Il faut juste rappeler en fait qu'on est des journalistes et que voilà, on fait le même travail. Il faut analyser le résultat de votre travail et non pas l'intention au départ. Alors justement, Faiza, je te demande de lancer la dernière séquence de ce Bondi Blog Café Best of avec justement la question de cette polémique je suis Charlie ou je ne suis pas Charlie. Et puis ensuite, je vous demanderai de réagir sur l'abécédaire de tous les blogueurs. C'est comme choc parce qu'on a tous été profondément choqués par ce qui s'est passé mercredi. C'est comme cité. Les 3 terroristes venaient des cités, nous aussi on vient des cités. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème qui est lié à ça? Est-ce que quelque chose dysfonctionne dans les cités pour pouvoir en arriver là? C'est comme Charlie, que tu le sois ou que tu le sois pas. Parce qu'il faut de la pluralité dans les médias. Parce qu'en voulant tuer les journalistes, ils l'ont rendu immortel. Ce sont des journalistes qui faisaient un journal qui racontait des conneries. Et je dis conneries dans le sens léger, qui racontait des légèretés, qui essayait de se marrer, qui essayait de faire rire. C'est comme connerie. H comme humour, parce qu'on se rend compte avec ce drame qu'être humoriste est devenu une profession à risque. H comme haine. Il y a ceux qui cherchent à donner des excuses à ces assassins. Il y a ceux qui utilisent ces drames qu'on vient de connaître en pointant du doigt des populations, en pointant du doigt des profils, en pointant du doigt une religion, en pointant du doigt d'autres Koulibaly ou d'autres Boumedienne ou d'autres Mohamed ou Hamid. Alors haine, humanité, humaine, la haine est humaine, mais la haine amène que la haine. A comme attentat, mais A comme attentif pour que ce drame ne se reproduise plus jamais. A comme amalgame. Va falloir faire très très attention aux mots qu'on va employer dans les jours à venir. Il faudra bien différencier les musulmans du criminel, du barbare, du terroriste. R comme raison, parce qu'il ne faut pas faire de raccourcis. R comme rancœur, le sentiment le plus néfaste qu'il faut effacer rapidement pour bâtir un projet commun. R comme renaître. L, le L de liberté, la liberté de parole, la liberté de débattre, la liberté d'échanger des idées, la liberté de vivre. Liberté assassinée, mais la liberté qu'on va retrouver grâce au soutien de toute la nation. Liberté, c'est la France. I comme islam. C'est un des vrais enjeux pour moi de cet attentat, c'est réussir à comprendre ce qu'est vraiment l'islam, pourquoi on comprend mal cette religion, pourquoi on peut en être amené à faire ça et finalement qu'est-ce que l'islam. Allahu Akbar, c'est pas un cri de guerre. Allahu Akbar, c'est une prière. Parce que l'islam, c'est être juste et pas jouer les justiciers. I comme infernal et tous les islams amalgames qu'on va connaître bientôt. E comme espoir. E comme espoir qui ne doit jamais s'arrêter de vivre. E comme espoir parce que c'est la plus grande des énergies et c'est ce qui fait avancer un pays. L'esprit libre ne meurt jamais. Vive Charlie. Voilà, c'était donc l'abécédaire réalisé quelques jours après les attentats, hein, je crois le 8 ou le 9 ou le 10 janvier, en tout cas, oui, c'était le vendredi exactement. Ouais. Faiza, quelques mots sur l'après-attentat, on a eu l'occasion d'en discuter. Alors, ça a été vraiment un événement traumatique, je pense qu'il a marqué vraiment beaucoup de gens. En revanche, moi je suis assez pessimiste sur la capacité de la nation à tirer de réelles leçons de ce drame. On est parti, plus que dans une stigmatisation, on est parti dans une hystérie. Aujourd'hui, on fait la chasse à ceux qui ne sont pas Charlie. Quelles que soient les raisons qu'ils avancent, on est dans une dualité très binaire, le mal, le bien. Donc le bien, c'est les gens qui sont allés défiler dans la rue, et le mal, c'est les autres. Je doute là, à chaud, de notre capacité à se poser les bonnes questions. Parce que très vite, on a lu plein d'articles sur les banlieues, parce que évidemment le lien islam, banlieue, terrorisme. Les banlieues souffrent, ça fait 10 ans qu'on le dit, nous et d'autres. Bala,
Oui. Réaction, toi tu étais à TF1 hein, le jour même. J'étais à TF1. Et là, pour l'après-Charlie, ce dont on se rend compte avec le « je suis, je ne suis pas Charlie », c'est que les gens manifestaient pour la liberté d'expression et les autres sont pas libres de dire qu'ils sont pas Charlie. On les laisse même pas le temps d'expliquer. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe en fait. C'est que on n'accepte pas la liberté d'expression quand il y a la dictature de l'émotion en fait. C'est ça qui est un peu bizarre. Et sinon, là, pour moi, on est dans un processus très proche de 2005, c'est qu'on miroir sur les banlieues. Et le plus dramatique, et je trouvais limite insultant, c'était la horde de journalistes qui se précipitaient dans le 93 dans les collèges. Et dans les mosquées aussi. Et ça, justement, pour chercher des réactions négatives et encore pointer du doigt la banlieue. Et la question qui se pose, c'est pourquoi toujours le 93 dès que ça pète en France? Charlotte, toi tu étais à l'étranger au Burundi? Oui, j'étais au Burundi où la liberté de la presse, évidemment, comme on le sait, est très limitée. Ça a eu beaucoup de retentissement, notamment dans la communauté journalistique, beaucoup de symboles évidemment, mais ce qui est triste, c'est que on se réunit pour le drame évidemment qu'a vécu la France, mais pas pour ce que vivent les journalistes étrangers. Après les événements de Charlie, une semaine après, le directeur de la principale radio privée du Burundi a été enfermé de manière arbitraire, voilà, sans raison, pour complicité d'assassinat, soi-disant, sans preuve. Et là, on n'en entend pas parler. En tous les cas, le Bondi Blog, plus que jamais depuis donc, les attentats, est là, continue évidemment à promouvoir la liberté d'expression, la cohésion, de faire parler justement les gens et de sortir de cette fameuse hystérie évoquée, mais aussi de la pathologie qui, de temps en temps, nous colle à la peau. Donc, merci beaucoup Bala, Faiza et Charlotte. Et on va inviter les autres Bondi blogueurs à nous rejoindre, puisque vous le savez, dans le Bondi Blog Café, il y a une séquence de la dédicace. On va auto-dédicacer notre propre émission, puis on va rendre l'antenne, puisque vous le savez, après ce best-of du Bondi Blog Café, on retrouve un Bondi Blog Café normal, traditionnel, puisque nous recevons dans quelques instants Myriam El Khomri, qui est donc chargée de la politique de la ville dans le gouvernement de Manuel Valls. Faiza, parce que tu as un micro. Celle de Charlotte. Donc espérons encore 10 belles années au bébé. Donc on a Longue vie au Bondi Blog de Christelle. On a la poétique dédicace d'Idir. C'est dans la boue la plus profonde que pousse le plus beau des lotus. Et quant à moi, c'est un peu une promesse politique. Enfin, plus que jamais, soyons mobilisés. Marie-Aimée essaie de se faire une petite place pour mettre aussi donc Giuseppe, c'est Bondi Blog, on lâche rien. Très bien, c'était un peu ce qu'avait évoqué, je crois, Claire en début d'émission, on lâche rien. Croire en l'avenir par Olufemi. Inès a une bonne dédicace pour clore ce best-of, donc 10 ans du bébé, le début d'une longue histoire. Et puis Marie-Aimée est en train d'écrire un roman. Un roman, voilà. Si nous ne nous occupons pas des quartiers, entre guillemets, ces quartiers, toujours entre guillemets, s'occuperont de nous. Très bien. C'est un peu, en fait, c'est un peu le slogan détourné. Si tu ne fais pas de politique, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi.